3. Ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au bilan de la Juve 2021. Pour en discuter, nous avons autour de la table une vraie équipe de folie, les amis. Acolyte d'Amine PJ, pourvoyeur d'informations Juventina, moustachu et gros bras. Vous l'aurez compris, nous avons l'honneur d'accueillir Elvin. Ciao Elvin, è sempre un piacere di essere con te. Come stai? Eh ben les amis, ça va, tutto bene. Merci pour l'invitation, ça m'a fait grand plaisir. Et ouais, fin de saison, enfin, j'ai envie de dire, on va pouvoir débriefer de tout ça. Ouais, franchement, on a su que t'étais malade, que t'avais été atteint par le Covid. Tu nous avais lâché un petit peu sur la toile, un petit message. On espère vraiment que tu vas mieux, que tu peux donner des infos un peu rassurantes sur ton état de santé. Comment ça va du coup? Mais moi, tout va bien, j'ai par chance rien eu du tout, juste positif, mais totalement asymptomatique. Et puis je suis de nouveau libre dès demain, donc non, non, tout va bien. Super. Bah, franchement, ça fait hyper plaisir de t'avoir avec nous ce soir parce qu'on a un live de folie et on a plein d'informations à donner à nos auditeurs. Aussi amère qu'une tablette de chocolat à 90%, aussi piquante que l'arissa de Tata Lahziza, adepte de la brique et de la tchèque-chouka, je veux bien sûr parler d'Eza. Comment ça va, Eza? Tu vas bien, ma Ah belle? bah écoute, ça va et vous, tranquillement? Ah, Euh, franchement, Super. bon franchement, bah parfait alors. ça fait plaisir de te voir sans ton masque. Bah Hein, ouais, écoute, on c'est sera plus c'est- avec Dark Vador. non, j'ai pu prendre un peu plus de temps pour me préparer, donc ça va. Il y a plus besoin du masque. Et puis en plus, fin de saison, faut fêter ça. Ouais, c'est clair. Enfin, son accent chante le sud, ses tacles labouraient les terrains de foot de la région héroltaise. Désormais passionné de jardinage, il laboure. Il laboure toujours. Mais uniquement pour ses pieds de tomate. Salut Lionel, comment ça va mon pote? Salut, ça va bien? À 48 heures de folie, donc on est tous devant Twitter depuis 48 heures, c'est un truc de fou, donc on est excité de pouvoir parler avec Elvin et d'avoir des dernières news, ça va être top. Ouais. Je tiens également à remercier les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Ça fait toujours plaisir pour notre travail. Je tiens également à remercier les présents qui sont ici ce soir avec nous parce que j'ai pas l'occasion de trop vous remercier les amis. Franchement, ça fait hyper plaisir d'être accompagné d'une équipe comme celle de ce soir et plus profond de mon cœur, je suis vraiment heureux. Allez, un programme chargé nous attend les copains. On reviendra bien évidemment sur les statistiques de notre saison, nos impressions sur l'année passée et bien évidemment nous ferons un point rumeur afin d'essayer de définir la stratégie suivi d'un petit quiz. Allez, c'est parti, on y va. Je vous propose tout de suite de voir un petit peu le bilan de la Juve. Donc le bilan de la Juve cette année, c'est quatrième en Serie A. Donc on a fini derrière l'Inter, l'AC Milan et l'Atalanta avec 78 points. Qu'est-ce qu'on peut dire également sur le bilan? C'est qu'en fait, en Ligue des Champions, on a terminé en huitième de finale, battu par le FC Porto. On a eu deux trophées cette année, la Coupe d'Italie 2020-2021 et la Super Coupe d'Italie en 2020-2021 également. Ce qu'on pourrait rajouter, hein, j'aimerais bien rajouter un peu cette statistique, c'est cette année, en fait, sur la Serie A, on a eu en moyenne à domicile 2,32 points de prix contre seulement à l'extérieur 1,79 points de prix. En moyenne, on est sur 2,05 points de prix par match, ce qui peut expliquer bien évidemment notre contre-performance cette année, mais pas que. J'aimerais bien avoir un petit peu l'avis d'Elvin sur ce sujet. Ben, la saison en Serie A, non, globalement, elle a été décevante. Dans la globalité, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on peut perdre le Scudetto, ça arrive, après 9 ans de victoire, on peut le perdre. Cette année, ce qui est le plus frustrant pour le tifoso bianconel ou pour tous ceux qui regardent la Serie A ou qui aiment la Juve, tout simplement, je pense que c'est la manière dont ils l'ont perdu. Tu peux perdre face à plus fort que toi, c'est le sport, tu peux perdre parce que il y a des jours où tu es mauvais, mais tu peux pas perdre autant de points face à des promus, par exemple. Tu peux pas ne jamais trouver de continuité cette saison. Tu peux pas endosser le maillot de la Juve et ne pas faire plus de 4 victoires de suite cette saison en Serie A. Bref, il y a un contexte qui a fait que la Juve, finalement, bah, cette saison, nous, en tant que personnes qui suivons la Juve,
on a toujours mis la Juve dans la course au Scudetto, mais finalement, officiellement, elle n'a jamais été. Elle n'a jamais été. Donc, c'est ce qui a fait que la Juve, cette saison, n'a pas pu gagner le Scudetto, non pas parce qu'elle n'avait pas l'équipe, mais parce qu'elle n'avait pas la continuité. Et je trouve, et j'aime bien dire ça, je pense que la Juve, cette saison, avait le meilleur effectif, mais pas la meilleure équipe. C'est mentalement, cette équipe a été dépassée dans beaucoup de moments, etc. On l'a vu quand il n'y a pas eu Cristiano, on peut tout dire. Offensivement, l'équipe a été absente. Donc, il y a eu des trous noirs, et ces trous noirs sont arrivés dans des moments où il fallait pas. Et ça a fait que la Juve a perdu beaucoup trop de points. Et c'est ce qui a fait que l'Inter a surtout. Le gap entre l'Inter et la Juve cette saison s'est fait là. Ton avis, Lionel, sur le sujet? Parce qu'Eza, elle a un problème avec sa caméra. Je suis d'accord parce que Non, c'est bon. moi, je suis d'accord avec Elvin parce qu'on a perdu beaucoup de points contre des toutes petites équipes. Contre Benevento, on prend qu'un point. Contre la Fiorentina, on prend qu'un point. Crotone, on en prend 3. Vérone, on en prend que 2. Donc, on perd énormément de points contre des petites équipes que normalement on aurait dû gagner. Et voilà, on a été irrégulier. Il n'y a qu'à la fin de la saison, on a réussi à faire 4 matchs d'affilée. Les 4 derniers matchs de la saison, on fait 4 victoires. Et c'est la seule fois de la saison qu'on a fait ça. Sinon, c'était que 3 victoires maximum. Et c'est pas du standing d'un club de la Juventus qui veut lutter pour le titre. C'est pas possible. L'Inter a été championne. Ça n'a pas été un champion exceptionnel, mais ils ont été champions parce qu'ils ont été réguliers. Parce que ils ont fait quasiment le même nombre de points qu'ils faisaient sur les dernières saisons. Sauf que nous, derrière, on n'a pas tenu la baraque. Ouais, c'est vrai. Bah alors, et toi, Eza, un petit peu d'un point de vue général sur la situation, qu'est-ce que tu en as pensé? J'amènerai des petites nuances, mais globalement, vous avez raison, les gars. Après, voilà, tu peux me dire avec combien de points l'Inter finit cette saison, s'il te plaît, Titou? Si Bah, tu l'as. l'Inter a fini avec 91 points. 91 points. Il y a que 2 fois sur les 9 Scudetti, si je dis pas de bêtises, où on peut finir devant l'Inter. Donc, oui, ils ont été plus réguliers, ils n'ont pas été étincelants. Maintenant, 91 points, il faut quand même les ramener en championnat. C'est énorme. Ouais, on prend que 78 points en perdant, comme tu l'as dit, contre des promus. Crotone, Benevento, on perd 7 points chez eux. Si on rajoute les 7 points, on est deuxième à l'aise. Et c'est des points qu'on ne doit pas perdre. On ne doit pas faire 2 fois nul et une défaite. C'est interdit. Donc là-dessus, effectivement, il y a eu un manque de mental, comme Elvin le disait, c'est incroyable. Après, c'est pas une question pour moi d'absence de Cristiano Ronaldo en attaque ou autre. C'est vraiment global. On avait une lueur d'espoir sur le mois de janvier qui était exceptionnelle. On s'est dit bon, c'est bon, ils se sont enfin réveillés mentalement, ça va donner quelque chose. Au final, oui, c'était juste une lueur d'espoir et ils n'ont jamais été mentalement dans la course pour le titre. Ils ont peut-être été à un moment donné en termes de classement, en termes de portée au niveau du nombre de points ou autre, mais jamais en termes mental. Et c'est ça la différence. C'est pour ça qu'on est irrégulier, qu'on perd contre des clubs mal classés. Mais sur la moyenne de points que tu disais, sur les 9 Scudetti, à des moments, on a été champion avec une moyenne de points qui n'était pas faramineuse, hein, à 82 points, 83 points. On a déjà été champion avec des 2,11, 2,12 points de moyenne. Donc vraiment, c'était parce que mentalement, on a réussi à faire en sorte que les autres ne puissent pas prendre de distance en fait et ne puissent pas se dire ouais, mentalement, on peut aussi y arriver. C'est ça la différence. Il n'y avait pas de groupe en fait, tout bonnement, qui se battaient ensemble au même moment. Il y avait des joueurs qui se battaient, mais individuellement. C'est bien ce que tu dis parce que, tiens, déjà, je tiens à remercier le chat qui est avec nous, hein, Pierre Mastini, Gab27, Kosen78, Amandine, Gab27, Lionel, mais il est avec nous ce soir. Cheka2 qui est encore, qui dit des remarques très judicieuses par rapport à ce que tu disais. Il dit, on n'a que très rarement bien joué sur 93 minutes pendant les matchs. Qu'est-ce que vous en pouvez en dire par rapport à ça un petit peu? Comment ça se fait que c'est que sur les derniers matchs, sur les 2 derniers matchs, 2, 3 derniers matchs, 4 même, j'ai envie de te dire, sur lesquels en fait on a joué nos parties à fond. Qu'est-ce qu'il a manqué cette année en fait à la Juventus pour pouvoir avoir du contenu tout le long du match? Parce qu'on a vu quand même des phases où on était vraiment down et des phases sur lesquelles en fait on a apporté ce contenu, cette sérénité, cet équilibre au milieu de terrain aussi. J'arrive pas à le définir, même si on sait qu'il y a un manque de qualité du côté milieu de terrain, mais non, même au-delà de la qualité, c'est une globalité. Donc déjà mentalement, comme Elvin a pu le dire, on n'était pas là. Donc déjà ça te permet pas forcément de
de contrôler les parties, d'être régulier même au sein même d'un match en fait, tout bonnement, de maîtriser le match. Ensuite, niveau préparateur physique, c'est tellement catastrophique ces dernières saisons qu'on a vu que Pirlo avait quasiment jamais son groupe à disposition de manière complète. Donc, il doit faire des choix d'hommes qui peuvent varier en 3-4 jours en termes tactiques aussi. Quand un jour, tu dois aligner Ramsey parce que tu n'as pas le choix pour faire le nombre au milieu et te conforter sur tes choix tactiques, et qu'en fait, 4 jours après, tu peux pas aligner non plus Ramsey, qui est, bon, comme on le sait, un mec qui joue avec des béquilles, et que tu dois changer en adaptant, en mettant un mec qui n'est pas adapté pour un poste et qui joue une fois sur 3 pour pouvoir. Enfin, voilà. Il a bricolé. L'équipe était pas là mentalement. Pirlo, c'est sa première saison. Tu rajoutes ces 3 éléments-là, tu peux pas te demander pourquoi ils ont mal joué. Par contre, tu peux te dire, c'est étonnant de voir que malgré tout ça, quand il a eu le groupe qui voulait à disposition, qu'il a aligné les hommes qui voulaient à disposition et que mentalement, ils ont tous répondu présent, comme face au Barça par exemple, ça a été nickel. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça, justement, Elvin, un peu sur ce manque de continuité, ces trous d'air qu'on pouvait voir selon les parties, qui étaient un peu compliqués en fait à comprendre? Je pense, comme vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment un composant, parce que sinon ça serait trop simple et tout le monde l'aurait vu. C'est un tout finalement. Il y a eu l'envie, on n'a pas cité l'envie, mais l'envie a été absente pendant L'envie tout. surtout. L'envie. Après, je vais pas aller dans le discours. Il y a certains qui vont te dire c'est normal après 9 Scudetto, etc. Il y en a qui peuvent avoir l'envie de plus jouer pour cet objectif, etc. Moi, je reste persuadé que quand tu es à la Juve, peu importe, tu luttes pour un même objectif tous les ans, le Scudetto. Après, on parle de joueurs qui, après, début 2021, ont dû abandonner un objectif qu'ils ont toujours connu. Ils ont toujours été dans une certaine zone de confort. Je parle des Betancourt, des Dybala, bref, des joueurs qui sont là depuis longtemps, des cadres. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent avec un objectif qu'ils n'ont jamais joué. Et donc finalement, je pense qu'il y a eu un manque d'adaptation. Après, comme vous l'avez dit, il y a eu aussi un nouvel entraîneur, un staff très jeune, un coach très jeune. Il y a un manque d'expérience par certains moments qui a fait que cette Juve-là, finalement, n'a jamais trouvé de continuité. Mais le gros point pour moi, c'est l'envie. Parce qu'après, si tu as l'envie, tu peux surmonter certaines choses. Là, on le voyait à certains matchs, l'envie, mais les amis, j'avais l'impression de voir Pordenone en série D. C'était incroyable. Il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas de détermination. C'est clair. Alors, il y a le chat qui ça nous se dit n'importe quoi. Attends, excuse-moi Lionel, il y a le chat qui nous dit que Vas-y. ça bug. Ça bug. En fait, sachez que ça bug, mais pas de notre côté. Malheureusement, c'est sur Twitch que ça bug. Parce que nous, ici, nos connexions sont vraiment au top. Nous sommes désolés. Et faites-nous des dons. Ça bug chez certains, pas chez d'autres. Ça faites-nous des dons, si ça peut vous faire plaisir. Vas-y Lionel, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Et en fait, je voulais compléter ce que disait Elvin. On voyait ce manque d'avis parce que des fois, sur certaines actions, je me disais, putain, on dirait des débutants ou des U7 qui jouent. C'était n'importe quoi. Ils étaient tous attirés vers le ballon. Ils avaient aucune connaissance ou compréhension du jeu. Ouais. On aurait dit que voilà, on les plaçait sur un terrain. Voilà, vous jouez pendant 1h30, vous faites ce que vous faites, ce que vous devez faire et vous revenez après. Et c'est cet état d'esprit qui était pas terrible durant toute la saison. Alors, est-ce que certains avaient trop gagné, justement, avaient plus envie et donné moins d'envie aux autres de vouloir gagner aussi? Je sais pas, c'était vraiment une saison bizarre. Est-ce que aussi Pirlo n'a pas réussi à motiver les joueurs? Moi, si je refais un petit peu le bilan de la saison, tu vois, il y a des choses en fait sur lesquelles j'ai été outre le système de jeu hybride qui était un peu incompréhensible par les joueurs, mais après c'est pas grave c'est pas grave. Si c'est grave dans la mesure où en fait il a perduré avec ce système de jeu pendant pas mal de temps, et c'est qu'à la fin où il est revenu sur des principes de jeu un peu plus basiques. Déjà il y avait ce système de jeu là. Ensuite, si on se rappelle bien, on était en période de Covid, donc on jouait tous les 3 jours. Ça, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, il y avait un impact sur le plan de jeu, c'est-à-dire, voilà, sur l'étude de l'adversaire. Est-ce que l'adversaire est plus en train à pousser sur les 30 premières minutes ou les 30 dernières, etc. Il y a une gestion de l'effort qui était mal calibrée chez la Juve, et j'ai trouvé qu'en fait, lorsqu'on donnait énormément d'efforts, à un moment donné, derrière, on passait dans un trou d'air. Et ça, j'ai trouvé qu'en fait, en termes de lecture de match et de lecture de l'adversaire, c'était juste catastrophique. Alors, on peut l'excuser
sur la première partie de saison, puisqu'on jouait sur les 3 jours et qu'il y avait très peu de moments pour pouvoir étudier les matchs. Et c'est compliqué de devoir entraîner, étudier les équipes adverses, etc. Il y en a qui le font. Lui, pour sa première saison, peut-être qu'il n'était pas assez calibré aussi pour le faire. Et en même temps, quand on est arrivé sur les matchs à une fois par semaine après l'élimination de Porto, bah, j'ai trouvé qu'en fait le contenu n'y était pas, que le plan de jeu n'était pas respecté, ou en tout cas qu'il n'y en avait pas, et que l'adversaire était mal étudié. Ce n'est pas possible pour ma part de devoir faire un nul ou perdre des points contre des équipes bas de classement, ou alors les matchs n'étaient pas pris et préparés de manière mentale. Et c'est ça qui était compliqué. Elvin. Mais je pense que c'est pas forcément une excuse. Je dis pas que c'est une excuse, mais l'aspect fraîcheur est important parce que sur 8 mois, il faut savoir que la Juve, et pas forcément que la Juve, toutes les équipes qui jouaient tous les 3 jours, sur 8 mois, attachez-vous bien, a eu environ un mois d'entraînement complet. Pourquoi? Parce qu'en jouant tous les 3 jours, 2 jours et demi, tu as le jour après le match la récupération. Donc tous les joueurs qui ont joué ne s'entraînent pas. Le lendemain, tu as la finito, là, comme on dit en Italie, la seule occasion de plus ou moins préparer les derniers détails, mais c'est trop court. Le lendemain, tu as le match. Donc, tu n'as pas le temps pour préparer les matchs. Sur 8 mois, tu n'as même pas un mois d'entraînement. Et ça, on peut se poser aussi des questions sur la fraîcheur des joueurs. Alors, c'est pas seulement, c'est pas une excuse. Enfin, je veux dire, il y a pas, c'est pas pour ça que la Juve cette saison était mauvaise. Mais ça rentre en compte et je pense que c'est ça à évaluer. Surtout qu'on parle de joueurs qui, la plupart, ont été en sélection. Donc, même quand ils n'étaient pas avec la Juve, on dû s'entraîner quasiment tout le temps. C'est ça. Puis par rapport à ce que tu disais, moi je pense que plus que l'histoire de tactique ou quoi, comme tu as dit sur la fin, c'est une question d'appliquer aussi. Parce que même si la tactique peut paraître un peu dure ou quoi, elle n'était pas appliquée par certains joueurs. Et sur les trous d'air que tu disais, bah, effectivement, la question de la fraîcheur qu'Elvin a ramené, et puis comme je disais aussi, le préparateur physique, bah, peut-être que la fraîcheur cumulée avec un préparateur physique qui n'est pas capable de préparer les joueurs correctement, où on a des tas de blessés ou quoi, les mecs, ils font les efforts, ils les gèrent mal, ou en tout cas, leur corps gère mal les efforts, et après, ils se retrouvent avec des gros trous d'air, alors que même si après 15, 20, 30 minutes d'efforts intensifs pour construire et pour appliquer les principes tactiques, tu peux avoir un petit trou d'air et faire le dos rond, tu sais faire le dos rond et tu maîtrises quand même, tu restes lucide. Et ça, ils l'avaient plus du tout parce qu'ils étaient cramés bouillis, quoi. Et bah ça, on peut pas le mettre non plus sur le dos de Pirlo. Je pense qu'on met un peu trop de choses sur le dos de Pirlo et pas assez sur les joueurs et sur le staff globalement. Mais c'est clair que, excuse-moi, Charua, je te coupe 2 secondes. C'est clair qu'en fait, Pirlo est parti au casse-pipe cette année, sans préparation, sans expérience. Il a été envoyé à l'abattoir. Il a été envoyé à l'abattoir avec un effectif, on en reviendra par ailleurs, mais de moindre qualité, en tout cas au milieu de terrain. Il n'a pas eu une année facile. Et son bilan, il est optimisé sur la fin de saison, on va dire ça comme ça. C'est ça. Mais parce qu'il a changé. Bah, parce que pendant un moment, il s'est bloqué. Il s'est bloqué sur sa. Ouais, mais regarde la tactique. La tactique c'était une galère. À la fin, il a bougé un peu. À la fin, il a quand même bougé un peu. Il a arrêté de jouer avec son schéma hybride. Et ça a quand même joué un peu mieux. On a eu quand même des meilleurs résultats sur certains matchs. À part le Milan en fin de saison où il y a vraiment eu un trou d'air et ça c'était vraiment catastrophique parce que c'était un match surtout à pas perdre dans la course à la Ligue des Champions, comme on le disait, avec une semaine de préparation et ça a été vraiment le match, je pense, un des pires de la saison parce qu'on s'est fait manger à domicile, chose qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps. C'était vraiment le match le pire de la saison pour moi. Pour en revenir sur cet aspect tactique, tu vois, tu dis il a changé vers la fin et tout, il était un peu contraint au niveau des choix d'hommes ou quoi, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ait changé, mais tu vois, on prend le mois de janvier, il a appliqué exactement ce qu'il voulait. Et ça a marché, sauf contre l'Inter, gros trou d'air, comme face au Milan d'ailleurs. C'était exactement le même match, hein. Il n'y avait pas d'envie, rien, tu te fais bouffer du début à la fin. Donc je pense vraiment qu'à un moment donné, c'était peut-être un peu trop compliqué à mettre en place par le fait qu'il n'y avait pas assez de séances d'entraînement disponibles et que du coup les joueurs n'étaient pas suffisamment affûtés sur ça, et notamment certains joueurs qui de toute façon n'ont jamais compris leur rôle ou n'avaient pas les capacités physiques d'assumer leur rôle. Ramsey, quand il devait jouer un trequartista, il n'assumait pas le truc parce qu'il était incapable de faire les efforts et sûrement il avait pas envie de les faire non plus. Et on a vu en début de saison ce dont vous parlez, où on a perdu beaucoup de points, on faisait des nuls qui avaient le goût de défaite.
c'était en grande partie un problème d'équilibre. Donc, tu as un mec qui compensait pour Ramsey, puis tu avais un trou au milieu et des gros boulevards derrière. Ouais. Et donc, je pense vraiment que oui, il a bien fait de changer en fin de saison pour voilà, qu'on puisse au moins gagner 2 titres et qu'il parte sur une note moins compliquée, moins amère pour la suite de sa carrière. Et comme on l'a tous dit ici, c'est global, quoi. Il n'y a pas que ça. Elvin, tu as une petite information, enfin, je sais pas, tu as envie de réagir par rapport à ce que vient de dire Charrua ou sinon je Non, balance. je pense que vous avez plus ou moins tout dit. Je pense qu'il y a un tout. Comme j'ai dit, il y a un tout, il y a la fraîcheur. Après, il y a un point qui est important et ce que j'ai noté, c'est que Pirlo, lorsqu'il a eu une semaine pour préparer les matchs, donc après l'élimination de Champions, quasiment tous les matchs, il les a loupés. Lafio, il y a une semaine pour les préparer, il le loupe. Benevento, il y a une semaine pour la préparer, c'est catastrophique. Le Milan, il y a une semaine pour le préparer, c'est catastrophique. Donc, cette excuse n'est pas totalement valable. C'est-à-dire que même quand il y a eu la semaine inédite, on va dire, parce que au sein de cette saison, avoir une semaine, c'était rare. Après la Ligue des Champions, finalement, il n'en a pas profité. Alors après, on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'entraînement? Qu'est-ce que ces joueurs font à l'entraînement? Qu'est-ce que prépare Pirlo? Est-ce C'est que ça. finalement, donc il y a, je pense, un tout, mais aussi, il faut noter que Pirlo, par moment, quand il a eu la possibilité d'avoir une semaine complète, n'a pas été au niveau, et les joueurs aussi. On essaiera de faire venir, tiens, ça c'est intéressant, lors de la reprise des entraînements, etc. Je vais essayer de faire venir un préparateur sportif, en tout cas un kiné enfin, qui œuvre dans des équipes professionnelles de football. Ce serait intéressant d'avoir son point de vue, en tout cas sur tout ce qui est fraîcheur physique, préparation physique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer une physique lorsqu'on est footballeur, pour comprendre un petit peu ce que on a manqué finalement l'année dernière. Ok, je vais faire ça. Je vais prendre rendez-vous avec un copain à moi, je vous l'emmènerai les amis. Je vais lire un petit peu le chat avant. Donc son plan tactique ne m'a jamais convaincu. Diaslio 31. Certains joueurs étaient très bridés et d'autres s'épanouissaient. Je suis pas sûr que certains se sont épanouis et ton commentaire en fait me fait réagir et me fait penser à une situation sur les derniers matchs en fait et en tout cas ce qui a sauvé la pour moi c'est pas une victoire de Pirlo ni de son système de jeu ou quoi que ce soit sur la fin de saison. Pour moi c'est une victoire du vestiaire. Ce sont les joueurs qui se sont remobilisés pour essayer de gagner quelque chose et sauver leur saison. Et notamment, il y a certains déplacements de Cristiano Ronaldo qui me faisaient penser ça. Parfois, pour reprendre de l'oxygène, on le voyait redésonner sur le côté gauche pour reprendre un peu de son football avant de revenir dans l'axe. Est-ce que vous les avez vus ça, les amis? Ben c'est tout con ce que je veux dire, mais il y a eu un minimum d'envie. Et quand tu as un minimum de champions sur le terrain, ce minimum d'envie devient quelque chose d'important. Parce qu'on parle d'une équipe qui n'est pas forcément parfaite, mais qui a quasiment à chaque poste des joueurs des top players. Donc il a manqué ce qu'il a manqué toute la saison, un minimum d'envie. C'est cette fin de saison avec la Oui, c'est pression, ça. Hein. parce qu'il y a eu la pression évidemment de se dire qu'un club comme la Juve, déjà une saison catastrophique, a failli faire une saison cataclysmique, donc pas aller en Ligue des Champions. Il y a eu cette petite pression, évidemment. Il y a eu Agnelli, Elkan et Nedved qui sont venus aussi apporter un peu qui ont dit maintenant c'est assez, il faut se bouger. Mais il y a eu ce petit truc, un petit peu d'envie qui a fait. Et je pense que c'est ce qui a manqué toute la saison. C'est ce que j'ai dit. Donc ce petit truc-là a fait que les joueurs ont été du côté de Pirlo, ont été du côté du staff, et que ce groupe-là, pour la première fois, la Juve, lors des 4 derniers matchs, n'a pas été une somme d'individualité, mais a été un groupe. Et dommage que Ouais, ça c'est arrive ça. que lors des Ouais, 4. c'est vrai. Exactement. Lionel, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose un petit peu sur l'année, sur l'effectif même de la Juventus? Est-ce que tu l'as trouvé au niveau attendu en tout cas en termes de qualité? Enfin, quels Alors, sont les postes en aujourd'hui début de qui saison, seraient un peu compliqués? en début de saison, on était tous d'accord pour dire qu'on avait un effectif de qualité, que le milieu, il y avait eu des joueurs intéressants recrutés au milieu de terrain comme McKennie, comme Arthur. Mais force est de constater qu'une fois mis tout ensemble, ben, ça fonctionnait pas, ça jouait pas bien, c'était perdu sur le terrain, c'était pas joli à voir. Donc c'était pas ouais, cette année il n'y a pas eu l'alchimie comme on pouvait l'attendre sur le terrain et comme il y avait eu sur les précédentes saisons. Donc je pense que pour le travail du mercato, ça va être refaire vraiment complètement le milieu de terrain. Ouais. Garder pour moi peut-être Arthur, Rabiot et McKennie et après changer tout le reste. Il y a aussi un gros travail sur la ligne Remettre défensive.
Sur la ligne défensive, il y a un gros travail. Racheter peut-être un latéral gauche et un défenseur central en fonction de ce que fera Chiellini ou pas. Ouais. S'il reste ou s'il s'arrête. Et sûrement racheter un attaquant pour qu'on puisse tourner. Parce que là, on a vu qu'à 3 attaquants, ça ne fonctionnait pas. Donc, il faut au moins un minimum 4 attaquants si on joue à 2 devant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Esa, un petit peu de la qualité? Est-ce que ça t'a... Enfin, on sait tous au final que la qualité n'était pas au rendez-vous, mais comment est-ce que tu l'as vécu, toi, par rapport... qu'est-ce que tu en as pensé par rapport aux espoirs du début de saison, en fait? En fait, on sort d'une saison très très bizarre, en fait, avec la grosse pause Covid ou quoi. Mais on avait vu des joueurs comme Rabiot, Bentancur, qui avaient été plutôt performants, ou en tout cas qui avaient fait en sorte de tenir au maximum la baraque chez Sarri, qui était détesté du groupe pourtant ou autre. On a vu un Dybala qui avait fait une bonne fin de saison, et on s'attendait à les retrouver. Au final, on a un Dybala qui a joué 26 bouts de match, parce qu'il a quasiment jamais été titulaire. On a un Bentancur qui était perdu dans le système parce qu'il n'y avait aucun équilibre. On a eu des recrues comme Ramsey qui étaient catastrophiques. Donc, effectivement, ouais, un effectif qui, individuellement, tu prends le joueur, tu dis, ouais, non, franchement, ça le fait. Globalement, comme l'a dit Lionel, ça marche pas. Arthur, il a joué combien de matchs? Ouais, effectivement. Ça, c'est un gros flop pour moi parce que au-delà de Bentancur, où les gens n'ont pas trouvé qu'il avait le rôle qu'il devait avoir, mais oublient qu'il est jeune, qu'il était un peu tout seul sur le terrain la moitié du temps, ou qui aime bien modérer les performances qu'a pu avoir Rabiot. T'es plus gentil que la dernière fois sur Bentancur, je tiens à le préciser quand même. Il y a du recul, il n'a pas joué aujourd'hui. Et il y a Andy qui se cache derrière. Là, on voit pas. Non, j'ai toujours. Attendez, non, en vrai, j'ai toujours apprécié Bentancur parce que je pense que voilà, sa capacité à verticaliser, puis mine de rien, même si il a eu beaucoup de déchets cette saison, il a une capacité à garder le ballon qui est intéressante. Ouais. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que voilà, dans le global, on minimise les performances de Rabiot, on tape énormément sur Bentancur. De l'autre côté, dès que Benucci réussit à faire une passe, c'est le meilleur joueur du monde. J'ai entendu tout et rien sur l'effectif, alors que dans la globalité, il n'a pas réussi à faire une passe de la saison, Bonucci. Oui, c'est ça. Non, mais tu m'as compris, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans la globalité, il n'y a pas eu d'envie. Donc, de toute façon, comment tu veux juger des joueurs qui n'ont pas mis d'envie? Les joueurs qui ont mis de l'envie cette saison, pour moi, c'est Koulou sur Koulou, parce qu'au final, Kulusevski, bon, il a eu un gros trou d'air en milieu de saison, mais il a 20 ans. Que tu peux comprendre que s'il doit jouer tous les matchs, il est un peu cramé à un moment donné. Rabiot, Chiesa. Et au niveau des stats, c'est intéressant quand même, hein, Koulou. Quand tu vois le nombre de buts, oui, et tout, non, mais c'est pas mal pour une première saison. C'est ça. Mais vraiment, j'ai trouvé avec pas mal de trous d'air. Bon, après, je vous donnerai mon avis par derrière. Excuse-moi, Eza, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Mais Koulou, oui, bien sûr qu'il y a eu énormément de trous d'air. Mais comme je dis, 20 ans, sa ligne de stats cette saison, où il a été contraint de jouer beaucoup, alors que c'est un joueur qui aurait peut-être dû jouer beaucoup moins, puisqu'il a que 20 ans, il aurait dû s'intégrer au groupe progressivement. Là, il a, je sais pas, démarré la moitié des matchs qu'il a joué titulaire. C'est le deuxième joueur qui a le plus joué derrière Rabiot. C'est normal qu'il ait eu des trous d'air. Tu nous donnes ton avis? Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Je voulais demander l'avis, en fait, à Elvin sur un peu sur la qualité intrinsèque des joueurs. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Pas sur le groupe, en fait, finalement, mais vraiment sur le joueur. Est-ce que tu l'attendais à ce niveau-là ou plus haut? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce qui m'a pas plu déjà, c'est vrai que le principal problème finalement il a été au milieu et on l'a vu. Enfin, quand tu as des Rabiot et Bentancur, pour moi la plus grosse erreur c'est de les faire jouer en double pivot. Et on parle de joueurs qui ont quand même performé sous Sarri. Je veux dire, on parle pas de joueurs qui ont le niveau de Ligue 2, on parle de joueurs qui peuvent avoir le niveau pour jouer à la Juve. Or cette saison ils l'ont pas eu. Pourquoi? Parce que selon moi c'est avant tout un problème de poste. Après, c'est pas le seul problème. Évidemment, Bentancur et Rabiot parfois mentalement ou même à certains moments, ils ont manqué d'envie, etc. Et ensuite, il y a eu des joueurs qui n'ont pas joué à leur poste parce qu'il y a eu des soucis tout simplement liés au mercato. Comme j'ai dit, quand cet hiver, tu fais l'erreur de ne pas prendre d'attaquant, sachant que tu as quand même Morata, Dybala blessé, donc il te reste qui sur le banc comme pur attaquant? Seulement Ronaldo. C'est un risque juste énorme, sachant qu'à ce moment-là, tu as encore toutes les compétitions à jouer. Tu n'es pas en finale de la Copa, tu es encore en lice en Ligue des Champions et tu contrains à faire jouer Kulusevski dans un poste qui n'est pas le sien. Donc, ça le fait énormément jouer dans un poste qui ne l'est pas, perte de confiance, on l'a vu pour lui. Il l'a dit dans des interviews, ça a été compliqué parce que voilà, c'était pas son poste. Donc, il y a eu un tout.
Après, j'en reviens au fait aussi de l'envie. Forcément, certains joueurs étaient bien placés à certains postes, mais n'ont pas montré d'envie. Au contraire de d'autres. Danilo, on savait tous que c'était pas un Dani Alves. Mais cette saison, il a montré de l'envie. Il a montré de la détermination. Il a dû s'adapter à un nouveau poste, qui est peut-être mieux pour lui que lorsqu'il était sous Sarri. Mais il a eu le mérite d'avoir un peu d'envie. Pas toujours tout réussir. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, certains joueurs ont manqué d'envie qui a conditionné leur performance. Et après, il y a forcément le positionnement de certains joueurs, comme Betancourt et Rabiot notamment. Ouais, mais après, Pour tu l'envie, vois, excuse-moi, Esa, non, pour mais pas de l'envie, souci. pour l'envie, dis-donc, je te coupe beaucoup la parole ce soir, c'est moi, je suis désolé. Non, c'est l'inverse. T'inquiète. Je suis désolé, je te redonne la parole tout de suite, mais tu vois, sur l'envie, en fait, je te rejoins beaucoup sur, et notamment par des phases d'expression corporelle de Chesney, où tu vois, il prenait les matchs un peu, j'ai l'impression, certaines phases de jeu au-dessus de la tête, quoi, au-dessus de la jambe. J'étais pas fan en fait de ses sourires en coin, de son attitude non professionnelle en tout cas cette année. Bah, ce qui déçoit, Euh, c'est que c'est plus ou moins un cadre. Je veux dire, c'est un c'est des ça. joueurs les plus anciens, un des meilleurs joueurs depuis 3 ans. Je veux dire, c'est une des seules satisfactions depuis 3 ans. Donc oui, l'avoir vu aussi mauvais lors de la deuxième partie de saison et comme vous l'avez dit, voir qu'il souriait dès qu'il y avait un truc défavorable, oui, ça fout les nerfs pour beaucoup d'entre nous. Ouais. Ouais, c'est clair. Je tiens à saluer le chat et notamment GRBZ Adri qui vient d'arriver. Nous, ça va super. On est content de t'avoir avec nous. Il y a Juventino 57 et Bentancur n'est pas au top, mais bon, le seul avec Rabiot et McKennie qui joue par rapport à Arthur tout le temps blessé. Effectivement, c'est vrai qu'il a beaucoup Ouais, joué bah, Bentancur. Et puis, même s'il préfère et avoir déclaré qu'il préfère jouer en Regista, on voit bien qu'en fait, c'est pas son poste. Lui, c'est bah, quelqu'un qui est vraiment dans la récupération. Je trouve qu'il il a pas cette qualité, quoi. Alors, j'aime bien parce que il a un espèce de jeu vertical et je trouve ça hyper intéressant. Et en même temps, je trouve que ses relances parfois elles sont un peu poussées, c'est poussif, il perd beaucoup de ballons, il va avoir des trous d'air et c'est pas un joueur qui devrait être titulaire à la Juventus. En tout cas, pour ma part, je le pense et j'en suis convaincu. Tu voulais dire quelque chose, Eza? bah ouais, je suis pas entièrement d'accord avec vous sur Rabiot Bentancur. En fait, Bentancur sous Sarri justement prouve que Regista il peut jouer. Maintenant, le problème c'est encore une fois l'équilibre. Si t'as personne à On qui filer attendait le son ballon, saut de qualité, il l'a pas fait. ouais, mais t'as personne à qui filer le ballon. Il jouait pas vraiment en Regista en plus parce que la plupart du temps il y avait un trequartista devant, donc c'était plus en double pivot et ça c'est une erreur de mettre en double pivot Bentancur et Rabiot parce que Bentancur va se retrouver tout seul puisque Rabiot va être D'accord, plus box to box. Vous c'est mettez ça clair. là, donc voilà, tu peux pas demander à un joueur qui a besoin des autres pour briller parce que voilà, il va faire briller les autres, mais il a besoin que les autres soient que tout soit huilé et que les autres jouent correctement pour pouvoir briller en faisant justement jouer sa verticalité et en donnant le tempo. Tu peux pas lui demander sur un double pivot avec un trequartista qui est inexistant comme Ramsey de faire quoi que ce soit. C'est compliqué. Après, je te dis pas qu'il a pas sa part de responsabilité. Il a pas montré assez d'envie sur la plupart des matchs. Je peux pas le défendre là-dessus. Il a fait une saison qui était vraiment en demi-teinte, mais tu regardes au niveau statistique, c'est pas le pire joueur qu'on a eu au milieu. Et Non, c'est pas le pire joueur, mais c'est pas le pire joueur, mais c'est normal parce que d'un point de vue statistique, sont les milieux qui touchent le plus de ballons. Par c'est contre, pas en une revanche, question de ça. Je te parle de ce qui réussit en termes de verticalisation, ce qu'il a pu nous faire gagner comme terrain, ce qu'il a pu réussir c'est vrai, comme c'est mieux passe ou qu'un quoi. Arthur. C'est vrai, je te rejoins sur C'est ça. ça. Il Et nous fait un gagner beaucoup Arthur qui a plus de un... Après, moi, mètres. ce que je lui reproche aussi, c'est que Betancourt, ça fait quoi 4-5 ans qu'il est chez nous. Donc, même malgré son jeune âge, c'était celui qui était le plus vieux dans le milieu de terrain. Donc, c'est lui qui aurait dû prendre en main ce milieu de terrain et montrer aux autres ce que c'était la Juventus et le niveau qu'il fallait. Et imposer ce niveau-là. Et il l'a pas fait, justement. Et on voit que dans la première partie de saison, c'est McKennie qui était la révélation, qui a porté un peu le milieu de terrain jusqu'en décembre, janvier. Après, il a chuté au niveau. Et après, c'est Rabiot qui s'est un petit peu relancé et qui a montré l'étendue de son talent. Mais Betancourt, voilà, il a été, entre guillemets, moyen toute la saison. Il n'a jamais été excellent. On n'a pas un match référence de Betancourt où on dit, là, il a été énorme. Et après, on a plus de matchs en disant Betancourt, là, il a été pas bon. Là, il nous fait prendre le but, je crois, contre Porto. Ouais, Là, non, il fait ça passe, elle n'importe est quoi. honteuse contre Porto. Putain. Donc voilà, on a plus d'exemples contre Betancourt que pour.
Donc pour moi, sa saison, elle est ratée. C'est un cadre de la Juventus et on le voit pas sur le terrain. Donc pour moi, c'est une saison qui est pas complètement bonne et qui est pas du niveau de la Juventus pour lui. Non, mais on est d'accord. Après, sur Rabiot, tu vois, dire qu'il n'y avait pas d'envie, je suis pas totalement d'accord avec Elvin. Rabiot, il a montré qu'il avait envie. Il a peut-être été un peu à la ramasse physiquement en première moitié de saison. Par contre, il a toujours montré qu'il avait l'envie. Sans Rabiot et Chiesa, les matchs contre Porto, on les finit pas de manière aussi serrée au niveau du score, hein. On prend une bouillie. J'ai vu de C'est la part de les deux Rabiot. qu'on couru, qu'on donné, qu'on essayé, qu'on frappé, qu'on passé, quoi. De la part Vas-y, de vas-y. Rabiot, j'ai vu une nette croissance physique, on va dire le dernier mois et demi. C'est vrai que physiquement, il était impressionnant et ça a collé avec ses performances. Finalement, le meilleur Rabiot de la saison, on l'a vu en fin de saison, un petit peu comme Soussari après la reprise du championnat après le Covid. On a un Rabiot qui est très bon. Ben là, ça colle aussi. J'ai l'impression que finalement, Rabiot est meilleur en fin de saison qu'au début. Et moi, je me posais la question, Alvin, est-ce que les 3 ou 4 matchs que Rabiot fait excellent à la fin de la saison, est-ce que c'est pas du fait que Deschamps le convoque à l'Euro et qu'il a cette pression en moins, justement? Et qu'il se dit, ça y est, j'y vais et je peux lâcher les chevaux. J'ai envie de dire, c'est un bon point parce que tant mieux, ça veut dire que quand il y a un objectif, ça lui met un peu de pression. Maintenant, au sein de l'AIO, j'ai envie de te dire, faudrait mieux avoir un milieu qui trouve de la continuité qu'un milieu qui se mette en tête que seulement après 4 matchs parce qu'il y a l'Euro juste après qui se bouge, tu vois. J'aimerais avoir des milieux qui te sortent pas chaque week-end des matchs de classe mondiale parce que c'est pas possible, mais qui trouvent un peu plus de continuité que Soit très bon. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je vous propose en tout cas de passer sur une deuxième rubrique, hein. Aujourd'hui, on a parlé de l'effectif, on a parlé de l'effectif, on a parlé des joueurs, en tout cas de nos ressentis. On a parlé aussi des statistiques de l'équipe. Moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui un peu, c'est sur les contours de la Juventus de demain. Aujourd'hui, il y a eu une réunion au sommet, en tout cas, de l'Exor, où on devait parler de la Juventus, où le sujet principal était la Juventus. On sait que dans les petits papiers, il y a potentiellement une recapitalisation au niveau de la société. Ça veut dire de l'injection, enfin une vente en tout cas des parts de la Juventus à un fonds d'investissement à hauteur de 30%. Et ça représenterait une somme entre 300 et 400 millions d'euros. On n'a pas la somme précise, mais en moyenne 350 millions d'euros. Et puis aussi des décisions sur le board et la gestion en fait de la direction de la Juventus. Elvin, est-ce que toi, tu as eu un peu d'informations sur ce sujet-là? Nous, on en a un petit peu aussi également. Ouais, comme tu l'as dit aujourd'hui, c'est un jour important pour la Juve. Je pense qu'on aura l'officialisation ce week-end. Il n'y a pas de communiqué qui est sorti aujourd'hui, mais je pense que ce week-end, on a tous vu que Paratici, après 11 ans, quitte la Juve. Et ça, je pense que c'est important, il faut le souligner, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste un des plus grands dirigeants de l'histoire de la Juve. Ce qu'il a fait avec Agnelli et tous les dirigeants qui sont passés à côté depuis 11 saisons, c'est quand même fantastique. 19 trophées, des coups qui ont été quand même réussis. Peut-être moins bon à la fin, mais j'aimerais lui dire bravo ce soir encore une fois. Et du coup, qui pour prendre la place? Parce que finalement, la Juve ne peut pas se permettre de laisser partir Paratici et laisser sa place vacante, puisqu'il y a un mercato à faire. Et donc, je pense, il y aura l'officialisation, je pense, ce week-end, avec Cherubini qui va le remplacer. La différence avec Paratici, c'est que Cherubini est plus un DG qu'un DS, et ça aussi, c'est une grosse. Et voilà, c'est plus un directeur général qu'un directeur sportif. Après, je l'assimile plus à un Marotta qu'un Paratici. Donc, il y a ce petit écart. Mais justement, de ce que je sais, il y aura je m'attends en tout cas à une promotion d'un scouting à côté de lui. Et donc, pour ça, je m'attends à la promotion de Matteo Tognozzi, qui est un scouting qui travaille à la Juve depuis quelques années. Il a un très bon parcours d'ailleurs, qui a travaillé à Hambourg, qui a commencé au Zénith, qui a travaillé à Hambourg, qui connaît bien, qui a bien travaillé en Bundesliga. Il est très jeune, hein, il a, je crois, 28-30 ans, mais beaucoup d'expérience déjà. Et je m'attends aussi avec une mise en place un peu plus haut, on va dire, pour Mana, qui travaille aussi, qui est très jeune et qui travaille. Des U23. Voilà, non, des U19. U19? Je croyais qu'il était des U23 cette année. Non, mais il est à la Juve depuis aussi pas mal d'années. Et donc, je m'attends, il a de très bonnes relations aussi avec Cherubini. Et je m'attends à le voir aussi avoir une promotion pour lui, qui fait du très bon travail avec parce que lui,
Il a 33 ans, Mana. Il est très jeune aussi. Hein. Ah oui, Ça il est fait très très jeune. Mais ce sont des dirigeants deux jeunes dirigeants et c'est bien. mais qui ont déjà une belle expérience en fait, et c'est ça qui est important à la C'est Juve. ça. Il n'y a pas de grande surprise, je veux dire, au sein du monde Juve, tout le monde s'y attendait, je veux dire, de savoir que Cherubini allait prendre la place de Paratici, c'est pas non plus une surprise. Maintenant, je m'attendais à une place un peu plus haute, comme je t'ai dit, pour Tognozzi, mais pas forcément pour Mann, qui, je pense, d'ici samedi, de ce que je sais, va avoir une place beaucoup plus haute. Et après, je trouve ça bien pour Cherubini, puisqu'il a des très bonnes relations avec C'est Allegri. sûr, c'est clair. Euh, il a des meilleures relations qu'avec Paratici. Donc, comme je disais, Paratici, comme je disais la dernière fois en live, Paratici est l'ennemi numéro un de Dybala, mais c'est entre guillemets aussi l'ennemi numéro un d'Allegri, pas forcément les bonnes relations. Et je pense que c'est aussi ce qui a facilité l'accélération de la Juve sur Allegri. Donc, je pense que ce staff-là a de quoi bien travailler, puisque Cherubini, qui a pas énormément de qualité en tant que scout, va pouvoir bien être entouré. Et j'espère que ça va pouvoir apporter de bonnes choses. Ouais, et il faut pas oublier hein, que pour mettre un peu d'eau à ton moulin, c'est que Paratici, c'est un vrai scout. Il peut avoir des difficultés, en tout cas dans son poste de directeur sportif, mais en revanche, sur la recherche du talent, c'est vraiment quelque chose d'hyper impressionnant. Enfin, je veux dire, il est parti nous chercher des joueurs assez impressionnants comme McKennie, etc. Et c'est lui, en fait, l'artisan de pas mal de devenus. Et là, on perd vraiment de la qualité sur le poste de scouting. Alors peut-être que c'est pas le meilleur directeur sportif, ça je vous l'accorde. En revanche, vraiment en termes de scouting et de recherche de talent, c'est que c'est vraiment un passionné. Il sent le football, il sent le talent et il sait exactement comment faire jouer les joueurs. Il y a Juste avant, j'ai ouais, oublié un truc parce qu'il y a un point important, c'est que depuis 2016, il y a personne qui a pris la place de Marotta Marotta. en tant que manager général. Et je pense que la Juve cette année va en mettre un aussi au vu que Cherubini forcément à l'heure actuelle est moins expérimenté que Paratici. Et c'est vrai qu'on parle de Arriva Bene, on Carnevalier. parle de Carneval. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va prendre la place qui était vacante de Marotta depuis quelques années. Ouais, Ouais. vas-y, Léza. Ah, après, il y a eu des rumeurs sur le fait qu'Allegri revienne, enfin, c'est plus que des rumeurs, avec un poste qui lui donne plus de pouvoir. Donc, est-ce que justement le départ de Paratici va être compensé ou est-ce qu'on va justement laisser plus de pouvoir à Allegri qui, entouré de Cherubini, de Mana et Tognozzi, comme tu l'as dit, ça va suffire en termes d'encadrement et de, de manière de combler le poste vacant de DS en fait, ce qui va pas disparaître ce poste plutôt, d'après vous. Mais et moi, je pense que le point qui est important, c'est les bonnes relations déjà. C'est un point important. Quand il n'y a pas de conflit, c'est déjà mieux pour travailler que quand il y en a. Donc, on Claire. parle de relations qui sont assez propres. Évidemment, je pense que vous avez vu la photo qui a tourné à Turin il y a quelques mois avec Cherubini. Il y avait Grosso, il y avait Allegri. Il y a de très bonnes relations entre Cherubini et Agnelli. Donc, comme tu l'as dit, Allegri risque d'avoir des pouvoirs un peu plus conséquents. Et je pense que cette direction qui va s'affirmer là maintenant va être une direction, je l'espère en tout cas, qui va être compacte, qui va être tous ensemble. Et pour la Juve, pour une Juve qui est en reconstruction, parce que la Juve d'aujourd'hui, c'est pas la Bah, Juve c'est un nouveau cycle, hein. de 2017 quand Allegri a été en finale de Ligue des Champions. Donc c'est une reconstruction, donc il faut de nouvelles choses, mais il faut surtout de l'entente. Et selon moi, c'est la chose la plus importante. Donc voilà. On parle aussi de Nedved, de prolongation de Nedved. Est-ce que vous en avez un peu des informations sur ça? Parce que il est vrai que s'il y a un retour d'Allegri, etc., on ne savait pas si Nedved allait rester avec Paratici, puisque en fait ils n'étaient pas forcément alignés lorsque qu'Allegri était là. Il a été aussi un artisan de son départ, puisque conseiller du président. Est-ce que Nedved resterait finalement, parce qu'on parle d'une prolongation là en ce moment? Ah, Est-ce que vous Oui, oui, je pense Ben, que Nedved. d'après ce que disait, d'après ce Vas-y, que Ali. disait Et du Monblano, et ce coup, qu'a relayé Elvin, si Nedved veut pas quitter la Juventus, il prolongera et il restera à la Juventus. C'est lui qui va décider en fait. Ouais. Quelqu'un voulait rajouter un peu sur ça? Non, je voulais dire que c'est vrai que les relations entre Nedved et Allegri, c'est pas les relations de Paratici, mais je veux dire, elles sont pas non plus extrêmement cordiales. Maintenant, c'est pas au niveau de celles qui étaient entre Paratici et Allegri. Maintenant, je pense que pareil, Agnelli va être reconfirmé, Nedved va être reconfirmé.
Agnelli et toute la direction n'a aucun intérêt. Je pense que même Elkann n'a aucun intérêt de s'en séparer. Maintenant, comme il se disait en Italie, le futur de Nedved, il est entre ses mains. Si lui veut partir, il partira. Sinon, il restera assurément. Et je pense qu'en tout cas, samedi ou demain, quand la Juve communiquera l'ensemble de la nouvelle direction de la Juve, je pense qu'on pourra et on a de grandes chances de retrouver Nedved dedans. Alors, on sait qu'Allegri, en fait, il aurait un contrat de 4 ans avec 9 millions d'euros par an, pour remettre en fait Dybala au centre de son projet sportif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, un peu, les gars? Est-ce que Dybala qui devrait être prolongé, est-ce que vous avez l'impression que c'est bien en fait? Est-ce que c'est une bonne stratégie de mettre Dybala au centre d'un projet, sachant un petit peu les difficultés physiques qu'il a eu ces derniers temps? En tout cas cette année, on l'a très peu joué. On l'a très peu vu jouer, pardon. C'est un joueur qui a certes des qualités qu'on attend encore plus haut, mais qui a du mal à faire ce saut de qualité uniquement aussi par ses blessures. Enfin, en tout cas, c'est clair, ou en tout cas parfois aussi psychologiquement où il peut s'effondrer. Comment est-ce que vous le voyez, vous, un petit peu? Bah, écoute, pour moi, déjà, c'est bien. Parce que si Allegri vient et qu'il dit mon projet, c'est autour de Dybala, donc déjà, il a des contours nets de son projet. Il sait quel joueur il veut et il sait quel joueur il veut aligner avec les joueurs qu'il veut absolument garder. Donc pour moi, déjà, ça part d'un très bon pied parce que il sait où il va et il sait où il veut emmener le groupe. Voilà. Après, la question de Dybala, bah, on revient sur la question du préparateur physique. Si tu gardes le même préparateur physique, tu auras des joueurs qui seront blessés. Et plus ton joueur est fragile et sujet aux blessures, plus il sera blessé, moins tu l'auras. Donc, c'est sûr que si tu gardes le même staff, la même préparation physique, la même manière de gérer ton effectif d'un point de vue forme, physique, Ouais, sauf que Dybala, endurance, tout c'est ça. environ 10 millions d'euros par an. Hein. C'est Non, sa mais prolongation, hein, si c'est ça, 10 à 12 ouais, millions. Et il a bah, demandé 15, c'est refusé. je préfère filer 10 ou 12 millions à Dybala que 7,5 ou 8 à Ramsey, quoi. On va Ah, pas mais se c'est sûr, mentir. mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire, ouais, voilà, il est sur une prolongation. C'est quand même 20 millions en termes de masse salariale. On veut faire des économies, on veut réoptimiser un petit peu ce groupe-là. Effectivement, Ramsey fait partie c'est un flop. On l'a eu gratuitement, mais c'est un flop et on le paye 7 ou 7,5. J'ai envie de te dire, est-ce qu'aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, il serait temps de pouvoir reprolonger à 10 millions d'euros un joueur qui a été blessé toute Oui, la saison? oui, C'est ton avis. oui. Pour moi, oui, si Allegri sait où il Pour veut pas le aller, perdre et si gratuitement l'année prochaine. c'est ça aussi, il y a ça. Donc j'allais y venir. Tu sais où Allegri veut aller, il sait avec qui il veut aller, il veut y aller avec Dybala. Tu changes le staff, tu fais en sorte que physiquement déjà les joueurs tiennent la route. Dybala, au lieu d'avoir 26 bouts de match par saison, Le tu staff l'auras peut-être changera. 30 matchs. Le staff C'est ça. changera. Oui, Tu parce l'auras qu'il vient Oui, avec comment? il vient avec tout son Allegri. staff, Allegri. Bah Ouais. voilà. Donc tu La l'auras. seule incertitude que j'ai, Landucci, la seule incertitude que j'ai, c'est le seul, parce que c'est pas très très important, mais c'est Claudio Philippe, mais il est là déjà depuis Del Neri, c'est l'entraîneur des gardiens. Donc il a vu Conte, il a eu Del Neri, Il a vu Conte, tout le monde, quoi. il a vu tout le monde. Donc je sais pas s'il restera, mais en tout cas quand Allegri la première fois où il est parti, il est resté. Donc je sais pas s'il restera, mais a priori les hommes forts d'Allegri reviendront et donc ceux de Pirlo partiront. Voilà. Mais du coup, pour en terminer là, Dybala, tu peux pas dire aujourd'hui, non, je le prolonge pas. Tu veux pas le perdre gratuitement l'année prochaine. Comme tu l'as dit, on attend toujours plus de lui, mais un joueur qui est déjà à un très bon niveau quand il joue, hormis cette saison, il a très peu joué, il a joué que des bouts de match. Très bon niveau quand il joue. C'est pour ça que tu attends toujours plus saison après saison, parce que tu sais qu'il peut faire encore plus. Ce serait une erreur de ne pas parier dessus si Allegri le voit au centre de son projet sportif. Bien évidemment, s'il nous refait une saison à 26 bouts de match où il n'est pas décisif, où il est tout le temps blessé, il faudra peut-être se dire, bon, on essaie de le vendre. Mais il a que 27 ans, il est encore totalement capable d'être meilleur et d'être au moins aussi talentueux que ce qu'il nous a prouvé depuis plusieurs Lionel, saisons. Et si la saison prochaine, il arrive à faire, on va Fischer, dire, 70% de ses matchs avec le même niveau qu'il a montré contre Boulogne, et on peut signer les yeux fermés. ah, mais c'est Bologne. C'est ça. Ça faisait C'est depuis Bologne. un demi qu'il n'avait pas joué comme ça. Donc, il Ça fait faudrait qu'il plaisir. fasse, comme je dis, au moins 70% de ses matchs à ce niveau-là. En termes de tractation, on sait que Allegri voudrait Donnarumma, Locatelli, Pogba, essayer même de relancer Bernardeschi.
Ça, franchement, honnêtement, je le comprends pas. Il y a une confirmation aussi pour Rabiot. En attaque, il y a aussi Icardi, qui a un nom qui revient assez souvent. Qu'est-ce que vous en dites, les gars, un petit peu de ce recrutement classe mondiale? J'ai envie de te dire, relancer Bernardeschi. Top, J'en top, Après, rigole, mais Luka- franchement, c'est grave, Après, quoi. il peut le relancer encore plus loin que Turin. C'est Ouais, toujours possible. Peut-être on a compris relancer, c'était peut-être le relancer, mais Peut-être qu'ils loin veulent de Turin. relancer à Turin, mais au Torino, on ne sait pas. C'est en tout ça, cas, on c'est sait qu'il y ça. a deux Italiens qui vont arriver. C'est Locatelli, Donnarumma. Ça semble en bonne voie. Alors, Je qui pense vont qu'il y aura une arriver, voilà, officialisation c'est en assez très bonne voie. rapidement. Tant que rien n'est signé, on ne peut pas C'est dire c'est sûr, sûr à 100%, mais on va c'est dire que sûr. c'est en très bonne voie. Monblano, il a dit C'était demain, non, un que truc comme ça, j'ai lu. Donnarumma, c'était quasiment 88% pour qu'il vienne à la Juve. Donc moi, Ah, il fait j'adore chier Lucas avec tous ses ces 88. petits pourcentages, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Il est Mais après, marrant, il est bien. Locatelli, on sait depuis janvier que c'est la Juve et que la Juve. Et Carnevali, il a bien dit hier ou aujourd'hui que Ouais. Locatelli ne voulait entre guillemets que la Juve et ça a négocié avec un grand club. Ouais. Donc ça peut être deux Italiens et deux très grands joueurs qui arrivent à la Juventus. Ouais. Et ça serait super, au moins pour l'italianité de la Juve, parce que la Juve est forte quand il y a un noyau italien fort. Et il faut reconstruire ce noyau italien. Et avec ces deux joueurs, on le reconstruit. On recommence à mettre en place une colonne vertébrale intéressante avec Donnarumma, De Ligt, Locatelli et devant avoir CR7 ou Dybala. Ouais. Donc Ouais. ça, on aurait une colonne vertébrale très très intéressante. Et puis surtout, on reviendrait à un style de jeu avec une défense à 4. Parce que je vois dans le chat, en fait, on parle de Gasp, on parle etc., de certains entraîneurs. Sachez, les gars, hein, moi, le 3-5-2, je trouve que ça peut être une bonne formation. Après, il y a des vrais débats sur le 3-5-2. Est-ce qu'il sait gagner avec un 3-5-2 en Ligue des Champions? Et ça fait très longtemps, je crois qu'il n'y a qu'une équipe qui est dans l'histoire du football qui a gagné la Champions League en 3-5-2. On sait qu'en Europe, c'est très compliqué. Conte, c'était mangé en Ligue des Champions. Ouais, mais Conte, il l'a lâché, la Ligue des Champions, il voulait pas la jouer. Il l'a même fait à la même avec l'Inter. Là, tu as pris l'exemple du 3-5-2 de Führer en Ligue des Champions, l'entraîneur du 3-5-2 de Führer. Ah, ouais. Non, mais sincèrement, moi je veux bien, hein, les gars. Mais même l'Atalanta qui faisait un beau football, on a vu qu'en fait c'est pas adapté contre des stars, des effectifs de folie. Après, Charrua, il a un autre avis. Et Charrua, moi, je t'encourage à en parler. Au contraire, on est là pour ça et à débattre. Mais pour moi, lorsque tu joues en 3-5-2, que tu puisses avoir que tu as trois défenseurs centraux, à un moment donné, quand tu es bloc haut, forcément tu as des boulevards derrière les latéraux. Et ces boulevards derrière les latéraux, ça ne pardonne plus à partir de la demi-finale de Ligue des Champions parce que tu as des avions de chasse qui arrivent sur les côtés. Non, et maintenant, c'est trop compliqué à défendre. Je vais te demander autre chose. Combien de clubs qui ont joué en 3-5-2 pour de vrai, c'est-à-dire plusieurs saisons, ont joué en Ligue des Champions? Mais la Juve, elle a Il n'y a joué que la pendant Juve et plusieurs c'était saisons. sous Conte. Mais non, mais arrête. L'Atalanta, ça fait déjà 2 ou 3 saisons aussi. Et Alors, il y avait l'Atalanta, pas ça fait 2 saisons. La première saison, c'est saison Covid. Il n'y a pas de match retour. Ils sont cramés. Ils ont joué, Ouais, mais ça, 10 c'est matchs parce que de. tu cherches les trucs. Si. Mais Non, non, non. mais c'est pour te montrer que c'est pas une question de schéma. L'Atalanta, sur la saison tronquée par le Covid, je suis désolé, tu mets les matchs aller-retour et tu leur fais pas faire une fin de championnat, c'est-à-dire 10 matchs en même pas un mois avant d'affronter le PSG qui a eu 4 mois de repos. Le PSG ne gagne que 2-1 ces matchs-là. Guardiola, Zidane, Deschamps, tous, en fait, ils ont tous essayé à un moment donné le 3-5-2. Ils sont tous revenus sur un 4-3-3 ou essayé, un. le 3-5-2. Mais si, mais même Qui Deschamps, il l'a essayé, mais il l'a En essayé Ligue des avec l'équipe Champions? de France, même avec l'équipe de France, Non, et mais ça tu n'a me pas parles de marché Ligue avec des des attaches. Champions, là. Non, je te parle en fait d'un point de vue général. Les entraîneurs, les Rolls-Royce des entraîneurs ont à un moment donné essayé d'un 3-5-2 ou pas. Et en tout cas, ça n'a jamais perduré. S'il y avait vraiment un intérêt sur le 3-5-2, je pense qu'en fait, il serait plus utilisé. Mais encore une fois, je peux me tromper, c'est reste que mon Justement, avis. c'est ce que j'étais en train de te dire. Non, le 3-5-2 n'est pas utilisé. Le 3-5-2 n'est pas utilisé pour différentes raisons. Il faut les joueurs à disposition déjà pour que ça fonctionne, Ça, ce c'est qui n'est vrai. pas le cas de tout le monde. Il faut que ce soit à la mode. Tu as des schémas qui sont intemporels. 4-2-3-1, 4-3-3, c'est extrêmement à la mode. Et je vais te donner des contre-exemples sur les défenses à 3.
Le 3-5-2 de l'Italie à l'Euro avec Conte, il est incroyable. En finale, tu prends un rouge dès le début, bah voilà, hein, forcément, tu perds ta finale. Ça, c'est autre chose. Et puis, les 3-4-3 mis en place par Rinus Michels sur sa fin à l'Ajax. Et puis, avec. C'est pas un 3-5-2, c'est un 3-4-3. C'est pareil, défense à 3. Défense à 3. Attends, on va pas d'accord. 3-4-3 ou 3-5-2, c'est la même chose. Le problème reste le même. Tu as 3 défenseurs et deux milieux latéraux. Donc, à partir de ce moment-là, tu as la même assise. Et Non, mais t'as des bons arguments. Il est bon. Sur cette assise, Cruyff a gagné. Ouais. Bon, Lionel, encore une fois, tu m'as laissé tout seul dans ce débat. Merci Lionel. Merci Elvin aussi. C'est toi qui retourne. C'est toi qui retourne. Il retourne pas. En tout cas, ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitch, Twitter, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour notre travail et être averti en temps réel de nos lives. On vous remercie toujours. Ça fait plaisir d'être suivi par vous, les amis. Je voudrais enchaîner maintenant sur un tout petit speed. Si tu es d'accord, Eza. Bah, avec plaisir. Enfin, aujourd'hui, c'est si Lionel est d'accord. Hein. Ah, Lionel, est-ce que tu es d'accord de faire un petit outil speed? Alors, moi, je suis d'accord. Hein. Bah, écoute, hein, parce que c'est ton outil speed. Je sais pas si tu as compris. Allez. Oui. Alors, en fait, effectivement, normalement, on fait les tout petits speed des invités, sauf qu'Elvin est un récurrent chez nous et il est venu il y a 3 semaines. Donc on s'est dit que c'était sympa de pouvoir un peu piéger notre Lionel à nous. Donc attends, je reprends les questions parce qu'on les a préparées en sous-marin avec Eza. Allez, c'est parti. Attends, je veux rajouter un truc avant le Tutti Speed. Ouais. Dernier point, parce qu'il y a Gobo qui nous dit une information qui peut être importante. La Juventus va payer la moitié du salaire de Pirlo s'il part à Sassuolo. Alors, je sais pas si Elvin, tu as eu confirmation là-dessus ou pas. Pardon, j'ai pas entendu, excuse-moi. On nous dit dans le chat, Gobo GFC 1897 nous dit que la Juve va payer la moitié du salaire de Pirlo s'il part à Sassuolo. Non, ça m'étonnerait énormément parce que s'il est sous contrat avec Sassuolo, il n'a plus rien à voir avec la Juve. Ça m'étonnerait énormément. Après, on verra dans les Et puis, il n'a pas un contrat énorme. Avec la Juve, non, c'est un entraîneur qui n'a pas un contrat énorme, mais au sein de la Juve, ça serait mieux de se séparer de Pirlo que de continuer, comme on l'a fait avec Allegri et Sarri, et continuer à payer un entraîneur. Parce que depuis 3 ans, dites-vous bien qu'on continue à payer, c'est quand même chaud. C'est chaud. Et ça, ça a un coût en fait. Enfin, en tout cas, ça a un poids réel sur la masse salariale de la Juventus. Là, on parle de Pirlo qui est certes un peu moins, on va dire, élevé que l'ont été Allegri et Sarri, mais ça reste quand même un poids. Je veux dire, Sarri, il y a encore un mois, pesait sur le bilan de la Juve. Donc oui, c'est sûr. C'est important. Je suis d'accord. Allez, c'est parti pour ton Tutsi Speed. Lionel, t'es accroché? Allez. Tu connais le principe, il faut aller vite. Je suis prêt. Ok, un plat cuisiné par la maman ou le foot? Le foot. Il est allé vite, hein, mais j'espère que ta mère ne regarde pas. Hein. Il va se faire tuer. Rome, Florence ou Venise? Rome. Piscine ou plage? Plage. Risotto ou pasta? Pasta. Blonde ou brune? Je parle des bières. Brune. Brune parce que je bois pas déjà, mais brune parce qu'en bas, sinon je suis mort. Catenaccio ou Joga Bonito? Catenaccio. Italie ou France? Italie. Match de la Juve ou Mercato Juve? On sait que lui, il adore les contrats. Match de la Juve. Ah, j'adore, mais match de la Juve. Je prends toujours du plaisir à regarder la Juve. Ok. Del Piero ou Maldini? C'était dur, hein? T'es horrible. Pas du tout. Maldini. Pas du tout. J'ai répondu direct. Maldini. Okay. C'est mon idole. Juve ou Maldini? Quoi? J'ai pas entendu. Juve. Juve. 10 championnats ou une Ligue des Champions? Une Ligue des Champions. 5 mai 2002 ou 1897? 2002. Paratici Nedved ou Paratici Marotta? Paratici Marotta. Marotta, excuse-moi. Andrea Agnelli ou l'avocate? L'avocate. Del Piero ou Roberto Baggio? Baggio.
Zidane ou Platini? J'ai pas vu Platini jouer, donc je vais dire Zidane parce que je l'ai vu. Et c'était l'époque où on commençait vraiment à regarder le foot. Squadra Azzurra ou Juventus? Juventus, Davids ou Deschamps? David, Del Neri ou Ferrara? Ferrara, parce qu'il a joué à la jeu. Pirlo ou Sarri? Pirlo, Sarri, c'est pas possible. Pas possible. Celle-là, elle est pas pour moi, mais bon, barbe de Titou ou barbe de Flo? Allez, s'il te plaît, dis-moi, je joue pas l'enculé. Il a quand même une plus belle barbe, Flo. Ah, il a une belle barbe. Il a une belle barbe de gitan, j'avoue, Ah, j'avoue. Je te fais un petit bisou. les absents ont toujours tort, donc Barbara Titou. Ah, merci, c'est gentil, poteau. Loto, Nike, Adidas ou Kappa? Kappa. Mais Kappa, pour moi, c'est plus beau. Montblano ou Agresti? Montblano, parce qu'il est plus dans l'anticipation. Non. Agresti, il confirme. Montblano est plus dans les statistiques. Ouais, je suis d'accord. Calo ça. ou Giuseppe? On va dire Calo parce qu'il est plus piquant. Ouais. Twitter ou Facebook? Twitter. Ok, merci beaucoup Lionel. Est-ce que tu as menti pendant ton petit speed? T'as menti sur ma barbe. Je sais même pas quel mail il faut lever pour. Il y a Killing Joe qui dit comment ça la barbe de Titou? Ah tu te réveilles toi? Hein, tu devais être là dans le chat et t'es même pas là. Allez, on t'embrasse Flore, on t'embrasse fort Flo. Ce que je vous propose en fait, c'est de finir et clore l'émission par notre habituel quiz. Les amis, on a une petite dizaine de questions qui ont été réalisées par Eza. Allez, c'est parti. On y va. Citez les 6 départs majeurs de la Juventus lors du dernier mercato estival. On laisse un peu de temps au chat pour pouvoir le réaliser. C'est Elvin, si tu as la réponse, n'hésite pas là, à pouvoir... le mercato qui s'est fait là au mois de septembre, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur tout ce qui est juillet, août, septembre, octobre, quoi. Voilà. Les prêts comptent pas. Non. Si, il y a 4 prêts. Il y a 3 prêts et 3 départs. Rougani, Deschigno, Douglas Costa. Tout à fait. Higuain, Matuidi, Kedira. Non, c'est pas Kedira. Pjanic. Voilà, Pjanic. Exactement. Bien joué. Ah, pardon. Hop. Dans le chat. Il y a Vito qui avait dit Pellegrini aussi. Pellegrini, mais Pellegrini, c'est un peu comme... Il a jamais joué titulaire. Donc c'est comme Mandragora, je ne l'ai pas compté parce qu'au final, il est recruté le 3 octobre, je crois, et il est prêté dans la foulée le 5. J'aurais pu le compter comme arrivée ou départ, mais c'est ni l'un ni l'autre au final. Il y a Tcheka qui avait la bonne. Tcheka, tu peux venir en live, on se connaît, tu sais. Quiz numéro 2. Citez les 4 arrivées majeures durant l'été dernier. Moi? Ouais, vas-y. Chiesa, Kulusevski, McKennie et le dernier, Morata. Exactement. Bien joué, Elvin. Bon, en même temps, on demande au mec. Ouais, mais c'est un autre que j'avais prévu, mais Morata, ça marche aussi. Alors, peut-être tu t'es trompé, Eza. Il y avait Arthur qui pouvait être lui, bien sûr. Il y avait Arthur qui pouvait être lui. Ça faisait 5. Ah, Eza, t'as mal fait tes devoirs. Carton rouge. Non, en réalité, c'est ma faute. Carton rouge. Non, Kulusevski, c'est pas réellement l'été. Donc il a parce qu'il est arrivé en décembre. Ouais, c'est vrai. Il était arrivé en fin décembre 2010. Non, mais même de toute façon, j'avais compté Koulou en fait. C'est juste j'avais compté Arthur. Je crois que j'avais pas compté Morata ou il y a un autre comme ça que j'avais. Mais de toute façon, on sait que c'est difficile à faire et en plus, il nous trouve toujours les bonnes petites questions. Franchement, t'assures grave, Eza. T'es au top. T'es au top. C'est sûr. Quiz numéro 3. Combien de buts ont été marqués par la Juventus en Serie A cette saison et combien par le GOAT Cristiano Ronaldo? Alors, Ronaldo, 29. Bien joué. Donc, la première, c'est 29. Et la Juve, je dirais, sachant que je crois qu'il a marqué 44% à peu près des buts,
Je dirais 74. Non, c'est pas tout à fait ça. Qui est pas loin? Alors, il y a C'est pas Zikos, loin. On est deuxième CR7, attaque du 29. championnat. Soufiane, bien. Ah, ouais, Tcheka, Cheka, pas 77, mal. 29. Cheka, il est bon. Ah, il va vite, hein. Il va vite sur Google. sur C'est- Google. Il va vite. Non, bien joué, Cheka, bien joué. Bien C'était joué. combien bien joué. 79, 77 Soit- pour la 17, Juve pardon. et 29 pour Cristiano Ronaldo. J'avais dit combien, moi? 75? 74. 74, t'as dit. 74, ouais. Donc, il y a une C'était victoire. pas loin, pas loin. Pas loin. Allez, quiz numéro 4, les amis. La Coppa Italia est un des 2 trophées gagnés par le club cette saison. Quels sont les 6 buteurs de la Juventus lors de la compétition? Laisse-leur du temps parce que c'est Ouais. un poil tordu pour Ça, deux d'entre c'est eux. chaud. Ouais, c'est vrai. Il y en a 4 qui sont archi simples, mais t'en as 2. Je pense que, ouais, j'en ai. Ouais. Bah, déjà, commence, hein. Je pense Alors, les évidents, tu les as, lui. Edwin, tout le monde les a. Koulou, évidemment, le meilleur buteur cette saison. Morata. Ronaldo. Raffia. Ah, Ouais, Raffia, bien bien joué. Bien joué. T'en as 4. Contre le Genoa, qui est-ce qui a marqué? Alors, il y a Chiesa, Chiesa. Morata, Chiesa, Koulou. que j'ai pas noté. Chiesa. Ouais, il en manque un. Et Il il en en manque manque un. Ah, il est Il- improbable, celui-là. Improbable. Mais il a joué beaucoup de matchs cette saison. Bien joué, ça Takiveli. CR7. Frabot, Koulou. ça frappe de loin, non? C'est ça. Voilà, Ouais, c'est 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 ça, Genoa. Frabotta. Ouais, Takiveli qui l'avait. Il l'avait. Bien CR7, joué. Koulou, Bien Chiesa, joué. Frabota, Morata et Raffia. Bien joué, mon gars. Franchement, il est bon. Quiz numéro 5. Meilleur recrue de la saison. Combien de buts, toutes compétitions confondues, compte Chiesa? 10, 12, 14 ou 16? 12. 16. Non. Non, c'est pas 16. Non. Bon, bah, là, je laisse trouver, mais bon. On je pense que c'est ça. on dit 14 dans le chat. 14, Ouais, non, c'est c'est pas 14. Ah, c'est 14? Ah, je crois que c'était plus. C'était moi. Même moi, je savais pas. Ok. Donc, Pierre Non, c'est 14. Martini et Zikosp 22 avaient le bon résultat. Takiveli aussi, 14. Eh, ils sont 8 pas en, mal, le chat ce soir. 8 en Ah ouais. championnat, et puis 8 en championnat et 6 divisés entre la coupe, la Champions, etc. Mamma mia, cette saison qu'il a fait, Chiesa. Ouais, Il est bellissima. énorme. Très intéressant. Très, très intéressant. Bellissima, veramente. Et quiz numéro 6. Combien de buts a marqué Paolo Dybala en 26 apparitions cette saison? 3, 5, 7 ou 9? On laisse un peu de temps au chat. Je pense que tu as la réponse, toi. 5 pour Il a marqué plus que Ramsey, Betancourt et Bernardeschi ensemble. Zikosp, 5. Ouais, bah il l'a. Ouais, bien joué, Il a Zikosp, bien joué, 22. Tcheka, désolé, c'était 5. Pierre Martini aussi, il l'avait. Et est arrivé un petit peu avec... un peu plus rapide, Pierre. Oh. Du nerf sur le Ça marche clavier. pas encore. Il a dit que ça buguait, peu Chérotte. L'avantage Ah, avec, c'est cher. l'avantage avec Bernardeschi, on n'a pas à se poser cette question. Ça, c'est l'avantage. C'est sûr. C'est C'est ça. clair. Combien a marqué de buts Bernardeschi en 6 ans? 2. Qui est Ah, le c'est une bonne meilleur question. buteur de la Juventus cette saison en Ligue des Champions? Et Bernardeschi. Google n'a pas marché. Après les 8e, ouais, c'est Bernardeschi. Après les 8e, c'est vrai, c'est Bernardeschi. Elle est pas mal. Alors les gars, t'as la réponse, Elvin? Ouais, c'est On nous Chiesa dit et Morata, Chiesa. non? Non, c'est pas Chiesa. C'est Ah, juste c'est Morata Morata. avec 6 buts. C'est Morata. Ouais. ça, c'est- Et le meilleur Soufiane Morata avec 6 passeur, buts. Chiesa est à 4 et CR7 est à 4. Soufiane, il avait dont la deux bonne pénaltys réponse. pour Ronaldo. C'était effectivement notre numéro 9. Quiz numéro 8, il en reste encore 3. Allez les gars, combien de clean sheets compte Buffon pour sa dernière saison à la Juventus? 4, 5, 6 ou 7? Plus que Tech, je suis sûr. Non, Plus que Tech. Non? Dans 3 fois pas Non. plus que Tech, mais par contre, en Proportionnellement? ratio match joué clean sheet, oui, D'accord. On n'a jamais J'ai- perdu avec Buffon cette saison. Ça, c'est ça. C'est En ça. 19 matchs, c'est quoi? 16 victoires, 3 nuls, non? Un truc comme ça? 13 matchs,
Je crois qu'on a gagné 13 matchs. On a fait 13 matchs avec Gigi. On a fait 12 victoires, un nul. Alors, il y a Et Soufiane qui dit 6, un super coupe, c'était Didier. Janovic 5. Ouais. Et ça, c'est quoi On gagnait 2 titres avec Buffon dans les buts. 6. Bien joué pour Soufiane. On a gagné 2 titres avec Buffon dans les buts. Dans les buts. Ouais. Effectivement, merci Lionel. Et Takivelli aussi avait mis 6. Bah, bien Merci. joué, lui. Il est pas mal, Takivelli, il est pas mal. Hein. Ah, ils sont bons ce soir. Faudrait Franchement, Ce ils sont soir, bons. c'est une bonne réponse au quiz, là. Ouais, Il s'entraînait avec ceux d'avant, en fait. encore 3 questions. On a 9. On va aller jusqu'à la 11e. Avec 9 passes décisives, qui est le meilleur passeur de la Juventus cette saison en Serie A? Elvin, je sais que tu as la réponse. Normalement, dans le chat aussi long, là. Zikos Celle-là est simple. 22, il a. Ah, c'est allé vite. Ouais, Ça allait vite, ça allait vite dans le chat, ça va trop vite. Quadrado. Panita. C'est clair, notre Panita. La Juventus possède un triste record cette saison, malgré sa deuxième meilleure défense, son classement de deuxième meilleure défense de Serie A, celui du carton rouge. Combien cette saison? Oh putain, c'est pas mal ça. Ouais. Je sais que J'en trouve des infos. Je sais qu'après la Fiorentina, quand on perd face à la Fio, on a le carton rouge. On est l'équipe d'Europe avec le plus de cartons rouges. Mais à ce moment-là, on était déjà, je pense, à 4. Donc on doit être à 6. Je dirais 6. Ouais, c'est ça, Elvin. Bien joué, Elvin. Bien joué, Elvin. Et même dans le chat, ils sont beaux. Hein. Ouais, C'est qui l'avait là? Martini, Zico. Faux. Tous. Vous êtes forts, là. Ils sont en Ils sont forme, trop là. forts, énorme. Ils révisent maintenant. Tu sais, avant, ils révisaient pas, là, ils révisent, tu vois. C'est clair. Non, mais c'est bien. Bah, tu vois, au moins, on sert à quelque chose. Ça fait plaisir. Ah, moi, j'aime ça. Je peux en faire plus compliqué. Non, arrête. Coquine. Alors, quiz numéro 11, et c'est la dernière, les amis. Qui suis-je? J'ai été joueur de 93 professionnel, 93 à 2014. Je suis passé par Lazio, la Lazio de Rome, Hellas Vérone, AS Bari, Salernitana, Parme FC, à la Juventus de Turin pendant 85 parties et 2 ans. Valence, l'AS Monaco, Genoa, Bologne et l'Impact Montréal pour finir ma carrière. Qui suis-je? On aurait dit Julien Lepers au début. Ouais, mais ça, je m'améliore. Hein. Je crois que tu allais dire un indice en bas de votre écran. Ouais, c'est ça. Je crois que tu allais dire un indice en bas de votre écran. C'est magique. C'est magique. Et en bas de l'écran. Ouais. Et tu sais quoi, à un moment donné, je me suis dit aussi, peut-être que j'ai rêvé. En fait, Je crois que tu allais dire Elvin Lionel. Je crois que tu allais dire Elvin, tu gardes ou tu laisses pour les 4-3-2-1. Zikos 22 qui me demande de répéter. Je répète, mon gars. Qui suis-je? Je suis un joueur qui a eu une carrière entre 1993 et 2014. J'ai joué à la Lazio de Rome, l'Hellas Vérone, l'AS Bari, la Salernitana, Parme FC, la Juventus de Turin, 85 parties, au Valence, l'AS Monaco, le Genoa, le Bologne et enfin l'Impact Montréal pour finir ma carrière. J'ai également été en équipe nationale à 14 reprises. Et allez les gars. Petite info qui n'a rien à voir avec le joueur, l'Impact Montréal a fait un rebranding, comme beaucoup de clubs de MLS, ne serait-ce qu'au niveau des logos, des blasons, qui sont vraiment sympas pour la plupart d'entre eux maintenant. Et donc l'Impact Montréal, c'est plus du tout l'Impact Montréal, c'est Club de Foot Montréal. Moi je l'ai. C'est qui? Allez, vas-y. C'est un joueur qui m'a marqué avec Toto Di Natale et Antonio Di Natale et j'adorais ce joueur. C'était Di Vaio, capitaine de Bologne. C'est Marco Di Vaio. C'est ça. Exactement. Et dans le chat, il y avait Vito qui l'avait. Bien joué, Vito. Excuse-moi. Bien joué, Vito. C'est un des joueurs que j'aimais le plus. J'ai jamais dit, je crois, mais Di Natale, et j'adorais ce joueur. J'ai toujours été fan d'Antonio Di Natale. Et Di Vaio, c'est vrai que c'était un joueur que j'aimais bien aussi, qui était très fort. Di Vaio, en remplaçant la Juve, il a toujours été très bon. Il a été très bon. Il toujours ses matchs. Hein. Bon, après, le vrai club où il est devenu une bandière, c'est à Bologne. Mais c'est vrai que. Bologne. Et même l'enchaînement Parme-Juve, c'était quand même de haut niveau. Hein. C'est de haut niveau. Ouais, c'est clair. Franchement, honnêtement, j'adorais en tout cas sa grinta, etc. Il serait largement titulaire maintenant en équipe d'Italie, mais les yeux fermés. Peut-être. Même à la Juve. C'est sûr. Alors que c'était un remplaçant à l'époque.
Bah, écoutez les amis, en tout cas, on va clôturer le live de ce soir. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous, Elvin. Euh, Restez connectés, les amis, avec nous en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel, bien évidemment. Eza, je te laisse. Non, on va aller vers Lionel pour le saluer, et puis je te laisserai le mot de la fin, Eza. Lionel? Ben, moi, merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à Elvin d'avoir été avec nous, de nous avoir donné les dernières infos sur ce qui se passe à la Juventus en ce moment. Super. Il va y avoir encore d'autres infos, je pense, qui vont sortir d'ici ce soir, demain ou ce week-end. Ça va être une fin de semaine encore agitée du côté de la Juve. Et et je pense qu'on va passer un mercato assez sympa avec un nouvel organigramme, un nouvel entraîneur qui va mettre ses idées en place. Et je pense que la saison prochaine va être pas mal. Excuse-moi, Elsa, juste avant, Elvin, c'est ta promo, Elvin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quand est-ce qu'on te voit? Je sais qu'on te voit un peu chez Amine, on te voit aussi sur YouTube. Vas-y, Elvin. Ben pareil, moi vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, surtout pour l'actualité sur la Juve, Twitter, mais aussi Instagram. Vous pouvez me retrouver sur Insta si vous voulez. Et puis ouais, des vidéos quotidiennes sur la Juve où j'aborde un peu tous les jours tous les thèmes. Là ce matin c'était sur Allegri, j'ai parlé de Sur Allegri. Ah, il a coupé ou Ciao, c'était Elvin. moi? Ouais, ça a figé. Ah, ça a Ah, figé, il est revenu. Ouais, je suis là. c'est bon. ouais, c'est bon, t'es C'était revenu. figé. Donc ce Ah, matin, pardon. tu disais que tu étais sur Allegri. Voilà, j'ai parlé un peu de tout ça. Et donc, vous pouvez me retrouver sur YouTube pour les vidéos quotidiennes, sur notre VEC Casino et puis après, ouais, les lives chez Amine, etc. Mais si vous voulez rien louper sur la You, vous me suivez sur les réseaux et puis voilà. C'est Je suis super. ouvert. Elsa, c'est à toi, Eh le mot de la fin. ça m'a fait plaisir d'avoir Elvin ce soir. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous et de parler un peu, de faire un peu le bilan. Dans 2 semaines, on vous prépare quelque chose d'intéressant. Donc restez connectés, abonnez-vous. Et puis fino alla fine. Forza Juve. Et Forza You. Ah, juste avant de vous quitter, les amis, on avait une dernière information et c'est Lionel qui va vous la donner. Le gagnant des compositions, Lionel, et qui viendra faire et présenter sa composition à l'antenne, ça sera. Alors, j'ai regardé sur les différentes compositions entre les compositions fun et les compositions All-Star. Donc, j'ai additionné ceux qui avaient fait les deux équipes et c'est Chris Divo qui a le plus de votes. Ça sera cool. Juste au-dessus de l'Italiano, une ou deux voix de plus. Ça a été serré, mais c'est Chris Divo qui a le plus de voix. Donc, tu seras invité à venir sur un live, un live débrief ou un live débat. Il fera un live avec nous et ça serait un plaisir d'échanger avec lui parce qu'il est très très bon. Ouais. D'ailleurs, suivez-le sur la toile. Merci beaucoup, Eza. Je suis désolé, je voulais te laisser le mot de la fin. T'inquiète, en revanche, ça me dérange pas. c'était bien d'être avec toi. Je fais des gros bisous, les amis. Ciao, ciao, salut. Et fino alla fine. Ciao, ciao, merci à tous. Ciao, fino alla fine. Ciao. Ciao, ciao, ciao.